Ça y est, après des années de bien-pensance, de wokisme, de destruction, bref, d'Anne Hidalgo, eh bien, Paris est en faillite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur la boutique DME, vous savez, sur la boutique DME, vous pouvez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des sweats, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, même des accessoires pour bébé. Vous pouvez tout trouver sur la boutique DME avec des logos que j'ai créés et des produits dont je suis hyper fier. Eh bien, sur la boutique DME, jusqu'au 6 avril, je vous fais 20% sur l'ensemble des articles. Jusqu'au 6 avril sur la boutique DME, 20% sur l'ensemble des articles. Vous pouvez aller sur la boutique, soit en cliquant là, si vous regardez votre vidéo sur votre téléphone, juste en dessous de la vidéo, vous devriez voir s'afficher ce polo et probablement ce mug. Et sinon, vous allez sur YouTube, la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com. Dans les deux cas, c'est l'onglet boutique et vous irez comme ça directement sur la boutique DME. Et là, donc 20% sur tous mes articles, des articles dont je suis hyper fier parce que je n'ai vraiment que des excellents retours. Voilà, petite promo donc. Et on va retourner à la ville de Paris parce que vous savez que la ville de Paris, c'est géré en dépit du bon sens. Vous allez voir, la dette a explosé depuis les années 2000. Mais alors, explosé. La dette par Parisien, mais c'est impressionnant. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus, il n'y a plus d'argent dans les dettes. Non seulement on est sur une dette absolument gigantesque, mais en plus, il n'y a plus un fifrelin dans les caisses. En fait, si la ville de Paris était une entreprise, même une très grosse entreprise, elle serait en état de faillite. Et aujourd'hui, elle ne tient que pour une raison. Le gouvernement se demande s'il faut la laisser faire faillite avant ou après les JO. Regardons ça ensemble. La ville de Paris, capitale de la France et joyau européen, se trouve dans une situation financière alarmante. À travers un examen minutieux de ses comptes, il est désormais indéniable qu'elle est en état de cessation des paiements. La ville de Paris est en état de cessation des paiements. Cette révélation suscite des inquiétudes légitimes et soulève des questions cruciales sur la gestion des affaires publiques et le bien-être des citoyens parisiens. La complexité des données financières peut souvent sembler hermétique aux non-initiés, mais les chiffres ne mentent pas. Et là, vous allez voir les chiffres parce qu'effectivement, les chiffres ne mentent pas et même si vous n'y connaissez rien aux finances, même si ça ne vous intéresse pas, vous allez immédiatement voir à quel point on est dans une situation catastrophique à Paris. Comparativement, à la fin de l'année 2000, la dette s'élevait à seulement 1,4 milliard d'euros. Pardon, je n'ai pas lu le début. Avec une dette atteignant près de 9,5 milliards d'euros à la fin d'année 2023 et une tendance à la hausse, Paris se trouve dans une situation critique. Comparativement, à la fin de l'année 2000, la dette s'élevait à seulement 1,4 milliard d'euros. Cette augmentation vertigineuse sous l'administration successive de différents maires, c'est pas facile à dire successive, de différents maires témoigne d'un dysfonctionnement financier majeur. Sous le mandat d'Anne Hidalgo, la dette a grimpé de façon exponentielle, dépassant même de celle de son prédécesseur, Bertrand Delanoë. En 9 ans seulement, la dette a augmenté de 155%. En 9 ans, la dette a augmenté de 155%. Et vous allez voir, soit une progression alarmante. Mais vous allez voir, par Parisien, c'est encore plus frappant. La dette par Parisien, c'est encore... Mais en même temps, vous avez une mairie qui se mêle d'absolument tout. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. La mairie de Paris finance en partie SOS Méditerranée. Alors, je veux bien qu'on soit sensible à SOS Méditerranée, mais d'après mes notions de géographie, Paris n'est pas au bord de la Méditerranée.
Pourquoi Paris subventionne SOS Méditerranée? D'autres subventions de Paris, ce sont des subventions à des pays africains, enfin Maghreb et Afrique, pour, euh, pour subventionner, je sais pas, des écoles, des routes, des choses comme ça. Bon. En quoi ça concerne les Parisiens? En quoi ça concerne les Parisiens? Moi, je suis épaté. Vous savez ce que l'on dit, enfin, une phrase que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais si votre État a les moyens de donner de l'argent à un autre État, c'est que vous payez trop d'impôts. Eh bien, c'est exactement ça. Alors là, en plus, c'est même pas que les Parisiens payent trop d'impôts, c'est qu'en plus, on fait une dette abyssale et vous verrez que la trésorerie est catastrophique. Donc, c'est même pas que l'on paye trop d'impôts, c'est que la ville s'endette de manière gigantesque. Et on paiera trop d'impôts parce que fatalement, à la fin, tout ça se finira par des impôts. C'est vous qui payez la dette. Là, ce sera les Parisiens qui paieront leur dette, voire même l'État qui sera obligé de venir à la rescousse de Paris. Et dans ce cas, c'est l'ensemble des Français qui paieront la dette des Parisiens. Cette situation est d'autant plus préoccupante lorsque l'on considère que la dette par habitant a également augmenté, passant de 650 euros en 2000 à 4 551 euros par Parisien actuellement. 650 euros en 2000 à 4 551 euros par Parisien actuellement. Est-ce qu'en 2000, Paris n'était pas une ville gérée? Ceux qui n'ont pas. Moi, je suis né. Enfin, je suis pas né à Paris, mais j'ai vécu à Paris mais les 25 premières années de ma vie. Ou les 20 premières années de ma vie, je sais plus. Bon. J'ai jamais eu l'impression que Paris n'était pas une ville administrée. J'avais des écoles, il y avait des écoles publiques, il y avait des écoles privées, j'avais des écoles, les rues étaient propres, beaucoup plus qu'actuellement. Beaucoup plus qu'actuellement. Il n'y a pas de comparaison même possible. Dans les années 90, c'était une ville nickel, Paris. Il n'y avait pas de rats, ou c'était extrêmement rare de voir des rats à Paris. Vous aviez une délinquance qui était alors, plus ou moins maîtrisée, parce que les pickpockets dans le métro, il y en a toujours eu, mais c'était quand même nettement mieux maîtrisé qu'aujourd'hui, la délinquance d'une manière générale à Paris. Vous n'aviez pas de point de deal, vous n'aviez pas les problèmes de la porte de la Chapelle et des lieux où il y a du crack en quantité phénoménale. Vous n'aviez pas tous ces problèmes. Et la dette par habitant, c'était 650 euros. Ceux qui n'ont pas vécu à l'époque, qui n'étaient pas encore nés à l'époque, regardez les photos ou les vidéos de Paris à l'époque, dans les années 90 ou en 2000. 650 euros de dette par habitant, et ça allait bien. Et j'ai pas l'impression d'avoir grandi dans une ville du tiers-monde à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes à 4 551 euros de dette, c'est-à-dire que la dette a été multipliée par 8. La dette par habitant a été multipliée par 8, et maintenant, Paris devient de plus en plus une ville du tiers-monde. Autre exemple, j'habitais à l'époque, j'habitais chez mes parents, forcément. Donc, j'allais tous les jours, je me rendais à l'école, etc., à pied. Bon, trajet normal. Aujourd'hui, si je fais le même trajet pour aller de chez moi, enfin de chez mes parents, à mon ancienne école, j'enjambe des corps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, sur le trottoir. Ce n'était pas du tout le cas quand j'étais jeune. C'était un cas rarissime. Vous aviez un clodo de temps en temps, mais c'était rarissime. Aujourd'hui, il y en a partout. Et des gens qui installent quasiment leur tente. Pas quasiment d'ailleurs, qui installent leur tente. Je répète souvent au McDo, allez voir le McDo qui est juste à côté du Louvre, du musée du Louvre. Vous avez un Starbucks, en face, vous avez un McDo. Sous les arcades, rue de Rivoli. Sous les arcades, rue de Rivoli. Donc un endroit
hyper touristique, juste à côté de l'entrée du musée du Louvre. On ne veut pas faire plus touristique. Vous avez un clodo qui est installé à cet endroit-là, qui a installé des caddies de supermarché et des cartons. Il s'est mis un matelas et il vit là, sur le trottoir, sur son matelas, au milieu des caddies de supermarché et des cartons. Dans l'endroit, probablement l'un des endroits les plus touristiques de Paris. Allez voir à la Tour Eiffel. Moi, quand j'étais jeune, la Tour Eiffel, on y allait. Alors, il y avait les vendeurs à la sauvette. Il y a toujours eu des vendeurs à la sauvette. Vous savez, ceux qui vendent des petites Tours Eiffel et des petites merdouilles fabriquées en Chine. Et donc ça, il y en a toujours eu, des gens comme ça, tout le temps. Mais vous risquiez pas votre vie en allant à la Tour Eiffel. Vous aviez pas... j'ai parlé des problèmes d'hygiène avec la pâte à crêpes qui est conservée dans les bouches d'égout. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous n'aviez pas ça. Vous aviez les vendeurs à la sauvette, vous n'avez pas les trucs de pâte à crêpes comme ça dans les égouts. Et surtout, vous n'aviez pas des cas de bandes organisées qui viennent vous mettre des coups de pression et voler les touristes. Vous n'aviez pas vous savez, j'hésite à dire le mot sur YouTube parce que généralement ça démonétise mes vidéos, mais de viol. Là, il y en a très régulièrement autour de la Tour Eiffel. Vous n'aviez pas tout ça. Et même chose, regardez des photos, la Tour Eiffel en l'an 2000, regardez les photos, la Tour Eiffel aujourd'hui, vous verrez que c'est nettement en meilleur état, tous les alentours sont nettement en meilleur état dans les années 2000 qu'aujourd'hui. Et je le répète, 650 € de dette par habitant en 2000, 4551 aujourd'hui, multiplié par 8. Où va l'argent? Où passe le fric? À quoi ça sert de nous endetter à ce point-là? Parce que ça, encore une fois, les Parisiens vont le payer, c'est clair, mais tel que c'est parti, on va demander à l'ensemble des Français de payer pour Paris. Ces gens... Mais si vous voulez, eux, il n'y a pas de sanction pour eux. Il n'y a pas de sanction. Anne Hidalgo, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Ne pas être réélue. Eh bien, elle touchera sa retraite, puisqu'elle a été fonctionnaire toute sa vie. Elle la touche déjà, d'ailleurs. Sa retraite de maire. Et, dans le pire des cas, bon, bah, elle sera déjà riche, parce qu'elle touchera déjà un bon pactole pour ces années-là. Et si vraiment elle a envie de continuer à travailler, on va lui créer un haut commissariat. Comme Roselyne Bachelot. On va lui mettre un haut commissariat, je ne sais quoi. Roselyne Bachelot, c'est sur l'histoire des médicaments et de l'administration. Ça fait un peu 1984 comme façon de voir les choses. Vous avez l'État qui crée un haut commissariat ou une commission, je ne sais plus comment ils appellent ça, peu importe, à l'administration, aux médicaments et à la façon dont il a lui-même administré les vaccins et la crise du Covid. Dites, oui, un haut commissariat à la réécriture de l'histoire, c'est très beau. Bon, mais on fera la même chose, j'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas en parler 10 heures, mais on fera la même chose pour Anne Hidalgo si elle le veut. Donc ces gens, en fait, ils ne payent jamais la facture. C'est vous qui allez la payer encore une fois. Donc ils s'en foutent. Comme ils ne payent pas la facture, ils s'en foutent. Les dénégations des autorités municipales ne parviennent pas à dissimuler la gravité de la situation. Malgré les affirmations de la maire Hidalgo sur la stabilité financière de la ville, les faits sont là pour prouver le contraire. La récente augmentation de 52% de la taxe foncière, vous voyez, quand je vous dis que c'est vous qui payez. Toutes ces lubies, c'est vous qui payez. Non seulement votre dette a augmenté, a été multipliée par 8, enfin la dette des Parisiens a été multipliée par 8, mais en plus, l'an dernier, taxe foncière plus 52%. Est une indication supplémentaire des difficultés financières auxquelles Paris est confronté. Mais la dette n'est pas le seul indicateur alarmant, rassurez-vous. Ils sont mauvais en tout. Parce que vous allez voir que non seulement il y a une dette gigantesque, mais qu'en plus, il n'y a plus un fifrelin dans les caisses.
La trésorerie de la ville est également dans un état critique. L'émission croissante de billets de trésorerie pour financer les besoins quotidiens est symptomatique des problèmes structurels profonds. Alors qu'est-ce que c'est qu'un billet de trésorerie? Donc quand une grosse entreprise, une PME peut le faire aussi, le billet de trésorerie avec sa banque, mais c'est rare et c'est pas tellement dans les habitudes. Généralement, c'est plutôt une grosse entreprise ou une collectivité locale qui va faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Mettons que je fabrique des supercalculateurs, vous savez, des ordinateurs gigantesques pour Microsoft. Donc Microsoft m'achète mon supercalculateur, il me dit, ben voilà, vous me livrez le supercalculateur en décembre et je vous paye en décembre. Très bien Microsoft. Moi, je dois acheter des produits. Je dois acheter des puces électroniques, je dois acheter du plastique, je dois payer mes ingénieurs. Donc, j'ai des coûts et je ne serai payé qu'en décembre. Donc, ce que je fais, c'est que j'émets, moi, grosse entreprise, j'émets un billet de trésorerie. Et le billet de trésorerie, c'est des gens sur les marchés financiers, donc en bourse, qui vont accepter de me financer. Ils vont dire, ok, je vous prête, parce que c'est, en fait, j'émets un prêt, hein, c'est quasiment une obligation pour un mois, pour un an, pardon. J'émets un prêt en disant, bah voilà, prêtez-moi de l'argent pour d'aujourd'hui au 31 décembre, donc pour 10 mois, généralement ça va jusqu'à un an, prêtez-moi de l'argent pour que je puisse payer mes ingénieurs, payer mes composantes électroniques, etc., pour fabriquer mon supercalculateur. Et donc des gens vont me prêter de l'argent à très court terme. Ils vont me prêter de l'argent en fonction de ma capacité financière, de mes capacités de remboursement, du côté sûr ou pas sûr que je représente. Ils vont me prêter de l'argent à 1, 2, 3, 4, 5% sur un an. Ou sur 10 mois, ou sur 8 mois, vous voyez. Mais maximum un an. C'est ça un billet de trésorerie. Généralement, donc, les grosses entreprises le font. Ils le font très régulièrement, très souvent sur des périodes extrêmement courtes. C'est-à-dire de quelques semaines ou de quelques jours. Vous voyez, par exemple, une grosse entreprise comme Total a sûrement des billets de trésorerie avec ses banques à lui sur 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire qu'à un moment, en compta, on s'aperçoit que entre les rentrées et les sorties, il va y avoir 2 ou 3 jours de décalage. On émet un billet de trésorerie de 3 jours et les banques les prennent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un truc habituel sur les très très grosses structures, mais généralement c'est sur du très court terme. Et au maximum, c'est un an. Voilà comment ça fonctionne. C'est très rare qu'une mairie ne devrait pas recourir systématiquement au billet de trésorerie. Mais voilà, le cas est que la mairie de Paris, parce qu'elle ne fabrique pas des supercalculateurs qui vont être payés dans un an avec les composantes à acheter tout de suite et les agents à payer immédiatement. Hein, donc c'est pas l'idée. Eux, théoriquement, ils vivent sur les taxes qu'ils ont collectées. L'émission croissante de billets de trésorerie pour financer les besoins quotidiens est symptomatique de problèmes structurels profonds. C'est vrai que si, même une grosse entreprise, si vous émettez de plus en plus de billets de trésorerie pour financer votre quotidien, ça veut dire que vous faites de la cavalerie, en fait. Vous faites ce qu'on appelle de la cavalerie. Vous essayez toujours d'emprunter davantage pour pouvoir juste vivre. Et ça, c'est très mauvais. Quand c'est tout régulièrement, mais que vous soldez votre billet de trésorerie tous les 3 jours comme le font, ou 2-3 jours comme le font les très grosses entreprises, c'est pas grave, c'est juste du passage rapide. Mais quand vous faites ça constamment et de manière de plus en plus importante, c'est que vous êtes en train de faire de la cavalerie. En 3 ans seulement, l'émission de billets de trésorerie a augmenté de manière exponentielle, dépassant les 550 millions d'euros en 2019, il faut vraiment que je m'achète mes lunettes, moi. Passant de 550 millions d'euros en 2019 à plus de 7 milliards d'euros en 2022. Donc vous voyez qu'ils ont juste multiplié par 10, 12, 14, presque 15 les émissions de billets de trésorerie en 3 ans. Vous multipliez par 15 vos émissions de billets de trésorerie en 3 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle de la super cavalerie. Et c'est très mauvais parce qu'une partie des billets de trésorerie que vous émettez dans ces conditions, c'est probablement pour rembourser les anciens billets de trésorerie.
Et vous comprenez que bon, l'État français fait ça, mais sur du long terme, sur 10 ans, c'est déjà énorme. C'est-à-dire on emprunte pour payer les intérêts d'emprunt. Mais là, c'est probablement la même chose qui se passe à Paris, mais sur le court terme. Donc c'est hyper risqué. C'est comme si vous, un billet de trésorerie, on pourrait imaginer que c'est un crédit CTLM, c'est pas loin de l'idée du crédit CTLM. Hein. Bah, je suis désolé, je cite toujours CTLM, j'ai pas d'action chez CTLM, c'est juste que le nom est connu, voilà. Mais c'est ça, c'est un peu cette idée-là, hein, du crédit à la consommation. Et en fait, vous imaginez-vous si votre crédit à la consommation était multiplié par 15 en 3 ans. Si vous multipliez par 15 votre crédit à la consommation en 3 ans, vous êtes sûr que votre banquier va vous appeler. Hein. En disant, là, vous allez tout droit au dépôt de bilan et à la faillite personnelle, monsieur. Ça serait bien de vous calmer sur les dépenses. Et d'autant plus si, pardon, je finis mon raisonnement, d'autant plus si vous prenez un crédit à la consommation pour rembourser un autre crédit à la consommation. C'est-à-dire, vous venez de prendre un crédit à la consommation sur 3 mois et vous apercevez que vous n'arrivez pas à payer vos mensualités, vous prenez un autre crédit pour pouvoir payer les mensualités du premier crédit. C'est parce que je pense qu'on n'est pas loin de ça avec la mairie de Paris. Je pense qu'on s'approche de ça avec la mairie de Paris. Et là, vous comprenez tout de suite, même si vous n'êtes pas financier, que ça va droit à la catastrophe. Que ça ne peut pas être autrement que d'aller droit à la catastrophe. Cette augmentation spectaculaire met en lumière les difficultés de Paris à couvrir ses dépenses de fonctionnement quotidiennes sans recourir à des mesures extraordinaires. Parce qu'encore une fois, le billet de trésorerie, ce n'est pas la gestion courante, en principe, d'une ville. C'est ni d'une grosse entreprise. Ce n'est pas fait pour la gestion courante. C'est des petits décalages de trésorerie qui doivent être réglés comme ça. Donc, payer le fonctionnement courant par un moyen qui est là pour régler des petits problèmes, des petits décalages de trésorerie, ça devient un véritable problème. L'examen minutieux des comptes révèle une trésorerie nette constamment déficitaire depuis 2020. Là aussi, vous voyez, moi, vous savez probablement, moi je suis assez action, j'achète des actions, etc. J'aime beaucoup ça. Et la première chose que je vérifie, moi, sur les entreprises dont j'achète les actions, c'est est-ce qu'ils sont en trésorerie nette positive. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a de l'argent dans ses coffres, quelque forme que ce soit, mais est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans? Et si la trésorerie nette est négative, je n'achète jamais. Là, on voit que Paris est constamment en trésorerie nette négative depuis 2020. C'est-à-dire que ça flirte avec la faillite depuis 2020. D'ailleurs, vous entendez très régulièrement, vous entendez que l'État se demande s'il ne va pas mettre Paris sous tutelle. Ça fait 2-3 ans qu'on entend ça, très régulièrement. C'est à cause de ça. Trésorerie nette négative, dette qui explose, tout est là pour montrer que ça va à la faillite. En fin d'année 2022, la ville avait un excédent de trésorerie de seulement 106 millions d'euros, tandis que les billets de trésorerie non remboursés représentaient 365 millions d'euros. Donc la trésorerie nette, c'est quel argent j'ai immédiatement sur mon compte, hein, mon actif, on appelle ça actif circulant, mais ça ne va pas parler à la plupart d'entre vous, mon actif à 1 an, l'argent que j'ai qui est tout de suite mobilisable, VS contre mon passif que je dois rembourser dans l'année. C'est ça la trésorerie nette. Quel est mon actif que je vais toucher dans l'année? Donc ça, on compte également le liquide, les impôts que je vais recevoir, tout ce que me doivent les gens, etc. Tout ce que me doivent sur l'année par rapport à ce que je dois rembourser, moi, à mes créanciers, donc ma banque, mes fournisseurs, etc., dans l'année. Et donc on voit 106 millions d'euros de trésorerie et 365 millions d'euros de billets de trésorerie non remboursés. Ça veut dire que la ville de Paris
est en négatif de 260 millions. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Cette situation met en péril la capacité de la ville à honorer ses engagements et à assurer le paiement régulier de ses employés. Face à cette réalité inquiétante, il est impératif de prendre des mesures immédiates. Si certains observateurs pointent du doigt les JO et les considérations politiques pour expliquer le retard de la mise sous tutelle de la ville, il est indéniable que l'inaction ne fera qu'aggraver cette situation. Et c'est vrai que, vous savez, mais comme moi, vous entendez parler de la mise sous tutelle de la ville de Paris depuis 1 ou 2 ans, et je pense qu'effectivement, ce sont les JO qui ont bloqué ça, parce qu'au niveau international, Paris va être vu par l'ensemble de la planète cet été. Donc à chaque fois qu'il se passe actuellement quelque chose à Paris, ça, c'est dans tous les journaux, partout sur la planète. Vous imaginez la secousse si c'est Paris est en faillite, parce que ça sera ça la une du New York Times, du Washington Post. Ça sera Paris fait faillite. On est bien compte que juste avant les JO, qui sont censés donner une belle image de la France pour attirer le touriste, Paris en faillite, c'est un peu compliqué à assumer. Et je pense que c'est pour ça que l'État a décidé de ne rien faire, bien qu'on soit dans une situation absolument lamentable. Et on verra juste après les JO si l'État décide d'agir. Mais de toute manière, il y a un moment où il faut aussi agir. Il y a un moment, vous savez, je ne sais plus qui disait ça, peu importe. J'ai oublié. C'est un très grand chef d'entreprise américain, mais j'ai oublié son nom. Jack Welch. Jack Welch, l'ancien patron de General Electric, qui disait qu'une situation, elle ne s'améliore pas toute seule. Et qu'en fait, il faut s'attaquer immédiatement et de manière extrêmement forte aux situations négatives. Et donc, voilà, il était allez-y à fond tout de suite, régler le problème. Et là, et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de Paris, on va continuer à avoir des dépenses complètement délirantes. Regardez la liste des subventions à des associations qui ne sont même pas à Paris. C'est-à-dire qu'il y a des subventions monstrueuses à des associations parisiennes dont on ne voit pas trop l'intérêt, mais en plus, regardez toutes les associations qui sont soutenues par Anne Hidalgo et la mairie de Paris et qui ne sont même pas présentes à Paris. Je vous citais SOS Méditerranée, regardez toutes celles qui sont en Afrique ou dans le Maghreb. C'est du délire. Alors, très bien, Jacques Chirac souvent faisait, maire de Paris dans les années 90, et 80 il me semble, faisait énormément de choses aussi en Afrique, au Maghreb. Il donnait beaucoup d'argent pour telle ou telle cause, tel ou tel hôpital, tel ou tel... Bon, très bien. Quand vous avez de l'argent, c'est pas un problème. Quand vous n'êtes pas en dette, il n'y a aucun problème. La dette par habitant en 2650 €, c'est rien du tout. Donc là, c'est pas un problème. Vous pouvez y aller, être généreux. Mais quand vous avez une trésorerie négative, que votre dette a explosé, 4500 € par habitant aujourd'hui, là, vous devez vous calmer. Et tant que, à mon avis, tant que l'État ne tapera pas du poing sur la tête et ne mettra pas Hidalgo sous tutelle, on aura une dette parisienne et une situation qui va ne faire que se détériorer. Parce que ces gens sont purement des idéologues. La déclaration de cessation des paiements de Paris est inévitable et des actions concrètes doivent être prises pour rétablir la santé financière de la ville. Le rapport de la Cour régionale des comptes, et alors quand c'est écrit inévitable, vraiment si c'était une entreprise, même une énorme, même Total, même un truc, même LVMH qui serait dans cet état-là, ça serait immédiat. Immédiat, déclaré en cessation des paiements, immédiat. C'est pas, vous voyez, techniquement c'est inévitable, ça ne tient que parce que l'État aujourd'hui ne veut pas agir avant les JO. Sinon, ça serait déjà écroulé. Le rapport de la Cour régionale des comptes, bien que datant de janvier 2022, a souligné la nécessité pour Paris de maîtriser ses dépenses de gestion. Cependant, les événements récents ont montré que ces recommandations n'ont pas été suivies et la situation s'est détériorée depuis.
Il est donc impératif que les autorités compétentes prennent des mesures décisives pour rétablir la stabilité financière de la ville et assurer le bien-être des citoyens. En conclusion, la situation, parce qu'en plus les citoyens ne sont pas bien, c'est-à-dire que franchement Paris, c'est dégueulasse. Bon, honnête, voilà, j'ai une grande partie de ma famille qui habite Paris, donc j'y vais régulièrement. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il y a des travaux partout, il y a des rats. J'ai été épaté. J'étais parti pendant longtemps habiter aux États-Unis, vous le savez. Je suis rentré et je m'en suis pas tout de suite aperçu. Et puis un jour, je suis allé déjeuner avec mon père dans une brasserie et je vois un rat qui traverse la brasserie. Et ce qui m'a le plus épaté, c'est que personne n'a été surpris. Et ensuite, le soir même ou le lendemain, je ne sais plus, je suis allé avec ma sœur déjeuner aux Tuileries, dans le jardin des Tuileries, avec ma sœur et mon beau-frère. Et dîner, c'était plutôt le soir. Et même chose, je vois des rats partout. Mais pas un rat, je vois 3, 4 rats qui se baladent, pas très loin des tables. Et j'ai été mais extrêmement choqué. Enfin, moi, ça n'est jamais arrivé dans mon enfance quand j'ai habité là. Et j'ai été d'autant plus choqué que ce soit dans la brasserie ou le soir au jardin des Tuileries, ça n'a choqué ni les autres personnes qui étaient... Enfin, personne d'autre que moi. Tous les autres s'étaient habitués. Tous les Parisiens étaient habitués à avoir des rats comme compagnons quand ils mangeaient. Alors, je ne sais pas. Non seulement la ville s'endette de manière délirante, mais en plus, on ne veut pas dire que ce soit pour le bien de ses citoyens, quoi. Pour la qualité de vie des citoyens. Parce que vivre au milieu des rats et des poubelles, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas de la qualité de vie. En conclusion, la situation financière de Paris est critique et nécessite une action urgente. La ville est en état de cessation des paiements et des mesures drastiques doivent être prises pour inverser cette tendance. Les Parisiens méritent une gestion responsable et transparente de leurs finances publiques et il est temps que les autorités agissent en conséquence. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, si l'État n'est pas encore intervenu, c'est uniquement pour les JO et pour essayer de préserver l'image de la France avant ces JO, mais qu'il interviendra juste après. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est anormal ou alors est-ce que vous pensez qu'ils sont tous pareils et que l'État s'en fout autant qu'Anne Hidalgo? Est-ce que vous pensez que c'est normal de s'endetter à ce point ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que là, on atteint quand même des limites exceptionnelles? Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, et puis si vous n'êtes pas parisien, est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu suer de vous dire que vous allez payer pour les Parisiens? Parce que si c'est mis sous tutelle de l'État, il est clair qu'il y a des fonds publics prélevés sur les impôts des gens de Corrèze ou de Bretagne qui vont venir à la rescousse de la ville de Paris. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.